Et si l'Afrique venait de connaître un séisme politique, un véritable tremblement de terre dont les ondes de choc secouent non seulement le Burkina Faso, mais tout un continent, voire le monde entier? Face à la toute-puissance des États-Unis, le capitaine Ibrahim Traoré, à peine trentenaire, 34 ans, à peine plus que certains jeunes leaders étudiants, et déjà président du Burkina Faso, a osé ce que peu auraient tenté. Un refus clair, public, sans appel. Aucun compromis, pas de discussion, juste un non, prononcé avec une fermeté rare, lancé à la face de la première puissance mondiale. Un geste à la fois simple et d'une portée symbolique immense. Ce geste dépasse le simple affront diplomatique. Traoré ne rejette pas qu'une pression circonstancielle, il clame une souveraineté longtemps confisquée par d'autres. Pour beaucoup, ce refus marque une rupture avec des décennies de soumission et réveille l'espoir d'une Afrique maîtresse de son destin. C'est un acte qui rappelle, par sa portée, le geste de Gamal Abdel Nasser en Égypte lors de la nationalisation du canal de Suez en 1956, ou encore le refus du président mexicain Lázaro Cárdenas de céder face aux pressions pétrolières étrangères dans les années 30. À chaque fois, un homme a osé dire non, et à chaque fois, ce non a changé la trajectoire de son pays. Mais ce non est-il l'étincelle d'un renouveau ou une provocation qui risque d'embraser le pays? Pour des millions de jeunes, c'est le symbole du courage, du refus d'être relégués au rang de spectateurs dans le vaste jeu mondial. Pour d'autres, c'est une folie qui pourrait précipiter des sanctions, l'isolement, voire pire. L'histoire de leaders comme Patrice Lumumba ou Salvador Allende témoigne du prix parfois exorbitant payé pour l'audace. Tout est suspendu à ce mot. L'équilibre du Burkina Faso, et peut-être celui du continent, vacille. Les représailles sont possibles, l'avenir incertain, mais Traoré ne cède pas. Son geste fait trembler les lignes et toute l'Afrique retient son souffle. Les conversations s'enflamment dans les universités, sur les marchés, dans les familles. Et si c'était enfin le moment? D'où vient cette audace? Pourquoi ce simple non a-t-il autant de résonance aujourd'hui? Pour comprendre cette rupture, il faut revenir sur le parcours fulgurant d'Ibrahim Traoré et la situation explosive du Burkina Faso. Tout commence bien avant ce refus historique. Pour saisir la force de ce non, il faut remonter des décennies en arrière, à une Afrique longtemps soumise à la volonté d'autrui. Depuis les premières indépendances, le continent s'est vu dicter sa marche à suivre depuis Washington, Paris ou Londres. Les choix cruciaux concernant la sécurité, l'économie ou la politique intérieure échappaient trop souvent à Ouagadougou, Lagos ou Bamako. Pour beaucoup, la souveraineté n'a été qu'un mot creux, un mirage lointain. Les programmes d'ajustement structurel des années 80, imposés par le FMI, ont laissé des traces douloureuses. Licenciements massifs, dévaluation du franc CFA, destruction de pans entiers du tissu industriel local. Pourtant, des voix courageuses se sont levées. Thomas Sankara au Burkina Faso, Patrice Lumumba au Congo, Kwame Nkrumah au Ghana. Ils ont voulu briser les chaînes. Leur crime? Revendiquer que l'Afrique se gouverne elle-même. Leur destin tragique plane comme une menace, rappelant à tous que l'audace pouvait se payer du prix fort. Sankara, assassiné à 37 ans, demeure une figure tutélaire pour la jeunesse burkinabé, symbole du refus de la fatalité. Les grandes puissances traitaient les nations africaines comme de simples pièces sur l'échiquier mondial. L'aide internationale venait toujours accompagnée de conditions, réformes imposées, privatisation forcée, alignement sur des intérêts étrangers. Dire non, c'était risquer les sanctions, l'isolement, voire la diffamation orchestrée. On se souvient du cas du Zimbabwe. Lorsque Robert Mugabe a décidé de reprendre les terres agricoles aux mains de colons blancs, le pays a été frappé par des sanctions économiques qui ont plongé la population dans la misère. Ce mécanisme, hérité du colonialisme, s'est camouflé sous des appellations modernes, partenariat stratégique, coopération. Mais, bien souvent, il s'agissait simplement de garder la main sur les ressources et les décisions, en niant à l'Afrique la place d'égale parmi les nations. Les accords miniers au Niger, par exemple, ont longtemps avantagé les entreprises étrangères, laissant peu de retombées locales. Oublier ce passé, c'est s'exposer à l'éternel recommencement. Voir la dépendance et l'humiliation se perpétuer,
au détriment de la dignité des peuples africains. C'est accepter que les matières premières partent à l'étranger, que les décisions majeures se prennent ailleurs, et que le développement réel soit toujours reporté à demain. Aujourd'hui, le refus de Traoré n'est pas un acte isolé ou une simple bravade. Il s'inscrit dans l'élan d'une jeunesse africaine informée, connectée, fière, qui ne veut plus subir. Ces nouvelles générations exigent respect et considération. Elles veulent façonner leur avenir, non sans remettre aux choix venus d'ailleurs. Un sondage récent mené auprès de jeunes de Dakar, Abidjan et Kinshasa montre que près de 70% d'entre eux souhaitent un modèle de développement africain, indépendant des recettes occidentales. Mais alors, pourquoi ce non aujourd'hui et pourquoi fait-il trembler autant de capitales occidentales? Pour le comprendre, il faut plonger dans le contexte brûlant de ces derniers mois. Le Burkina Faso, comme nombre de ses voisins, fait face à une insécurité chronique, à des défis économiques colossaux et à une pression internationale croissante. La demande américaine de reprendre des migrants expulsés, considérés comme un fardeau, a été la goutte d'eau pour le jeune président. Le refus catégorique de Traoré n'est pas une fin, c'est l'étincelle qui déclenche une crise sans précédent. Dès l'annonce du non burkinabé, Washington réagit avec une froideur implacable. Tous les visas pour les citoyens du Burkina Faso sont suspendus. Rapidement, la menace de sanctions plus lourdes plane, gel des aides, coupure des financements, mise à l'écart sur la scène internationale. Le scénario rappelle celui des sanctions contre Cuba après 1962 ou contre l'Iran après la révolution islamique. Mais la pression américaine échappe au contrôle des chancelleries. Dans les rues de Ouagadougou, la tension monte. Les taxis, les marchés, les radios locales bruissent du même mot, dignité. De jeunes Africains, de Dakar à Cotonou en passant par Bamako, imitent le geste de Traoré. Sur TikTok et X, les hashtags #souveraineté et Je suis Traoré deviennent viraux, transformant la décision en symbole de résistance panafricaine. Des influenceurs burkinabés, comme Awa Savadogo ou Moussa Dabiré, multiplient les vidéos de soutien et les appels à l'unité continentale. Le Burkina Faso n'est plus isolé. Le Mali, le Niger et la Guinée, eux aussi pris pour cible par l'Occident, affichent une solidarité inédite. L'Alliance des États du Sahel naît dans le tumulte, esquissant un nouveau bloc régional. Pour la première fois, le refus d'un petit pays ne signifie plus l'exil, mais l'espoir d'un front uni prêt à défier les grandes puissances. Cette dynamique rappelle la création du mouvement des non-alignés lors de la conférence de Bandung en 1955, lorsque des pays du Sud ont décidé de ne plus être les simples spectateurs de la guerre froide. Face à cette alliance naissante, une bataille féroce pour l'opinion s'engage. Les médias occidentaux multiplient les éditoriaux anxieux. Ils dénoncent l'irresponsabilité de Traoré, évoquent l'insécurité, agitent le spectre du chaos. Certains évoquent les risques de famine, de crise humanitaire, de radicalisation. En Afrique, la jeunesse rejette ce récit. Traoré devient le visage de tout un continent en quête de dignité et d'autonomie. Les débats s'enveniment, influenceurs et journalistes s'affrontent, alors que l'attention du monde entier se tourne vers le Sahel. Derrière l'effervescence, le vertige des risques s'impose. Le Burkina Faso s'expose à l'asphyxie économique, à la rupture diplomatique, à la fragilisation interne. Les partenaires occidentaux peuvent couper les ressources, bloquer les investissements et exercer une pression insidieuse sur l'élite locale. Mais l'Amérique joue aussi son image. Chaque sanction la fait apparaître plus brutale, plus sourde aux aspirations africaines. Sa réputation, déjà minée par la concurrence russe et chinoise, s'effrite à mesure que le bloc du Sahel se soude. Le monde retient son souffle. Jusqu'où ira l'escalade? Le souvenir de l'embargo contre le Venezuela ou de la crise ukrainienne plane sur les esprits. Traoré doit maintenant choisir, tenir bon face à la tempête, ou s'ouvrir à de nouveaux alliés, quitte à bouleverser l'ordre régional pour de bon. Mais derrière les discours officiels, des tractations secrètes s'organisent déjà. Traoré sait qu'il n'a plus droit à l'erreur. Chaque décision peut faire basculer l'avenir du pays. Autour de lui,
Des conseillers, des militaires, des économistes s'affrontent. Faut-il résister coûte que coûte ou négocier discrètement un compromis? Face au rejet de l'Occident, Traoré surprend tous les observateurs. Il tourne résolument le dos à Washington et s'ouvre à Moscou et Pékin, bouleversant l'ordre établi. Cette stratégie n'est pas sans rappeler celle de Gamal Abdel Nasser, qui avait su jouer des différences entre l'Est et l'Ouest pour construire le barrage d'Assouan et moderniser son pays. Rapidement, Ouagadougou scelle plusieurs accords militaires et économiques avec la Russie. Les images de délégations burkinabées accueillies en grande pompe à Moscou ou à Pékin inondent les réseaux sociaux. Ressources, formation militaire, investissements. Les échanges se multiplient, redessinant la carte des alliances africaines. Les médias locaux célèbrent l'arrivée de tracteurs russes, de bourses d'études chinoises, de coopérations scientifiques inédites. Traoré pousse plus loin. L'alliance des États du Sahel, le Mali, le Niger et le Burkina Faso se renforce. Un front uni, une voix commune, cette ambition résonne fortement auprès d'une jeunesse avide d'indépendance véritable. Sur Internet, le slogan s'impose. L'Afrique se lève, fière et résolue. Des initiatives de coopération régionale voient le jour. Brigades conjointes contre le terrorisme, projets de monnaie commune, universités partagées. Mais, derrière l'euphorie, perce une inquiétude. En brisant les chaînes occidentales, ces nations ne risquent-elles pas de s'enfermer dans de nouvelles dépendances? La Russie et la Chine, avec leurs intérêts propres, offrent-elles vraiment une liberté totale, ou simplement une autre forme de tutelle? Des analystes rappellent l'histoire douloureuse de pactes où l'indépendance affichée s'est dissoute dans d'autres liens d'allégeance. La diplomatie du piège de la dette chinoise, observée dans des pays comme le Sri Lanka ou Djibouti, alimente le débat. Pourtant, une rupture essentielle se dessine. L'Afrique n'est plus un simple terrain d'affrontement entre puissances. Elle devient un acteur qui ose imposer ses choix et exiger le respect de sa voix. Ce mouvement, incarné par Traoré, inspire toute une génération. Mais le danger demeure, celui de passer d'une domination à une autre sous le masque de l'émancipation. Alors, l'Afrique saura-t-elle vraiment saisir son destin ou risquera-t-elle, une fois encore, de le voir confisqué? L'enjeu dépasse la géopolitique. Il touche à la dignité, à l'autodétermination, à la capacité d'écrire enfin sa propre histoire. L'indépendance économique, la maîtrise des ressources naturelles, l'émancipation culturelle, autant de défis qui exigent des choix courageux et réfléchis. Mais la route vers l'autonomie totale reste semée d'embûches. Les prochaines étapes révéleront si Traoré et ses alliés peuvent transformer l'élan populaire en véritable pouvoir durable. L'histoire abonde d'exemples où l'élan révolutionnaire s'est brisé sur les récifs de la réalité. La Tunisie après le printemps arabe, le Venezuela après Chavez. La stabilité institutionnelle, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption seront autant de tests décisifs. Ce qui se joue ici dépasse de loin un affrontement politique. C'est une révolution de la dignité, un cri porté par toute une génération décidée à choisir sa voie, sans tutelle ni compromis. Ce moment marque un tournant. Ce n'est plus seulement une lutte contre d'anciennes dominations, mais un refus de toutes les formes d'ingérence, qu'elles viennent d'Occident, d'Orient ou d'ailleurs. Comme le disait Amilcar Cabral, aucune main étrangère ne viendra développer l'Afrique à notre place. Au XXIe siècle, l'indépendance doit être réinventée. Elle n'est plus un simple mot d'ordre hérité des luttes anticoloniales. Elle devient l'art de refuser d'être un pion dans la partie d'échec mondiale. Le vrai défi, désormais, c'est de déceler chaque piège derrière une aide, chaque condition cachée dans une promesse de partenariat. Il s'agit de construire une souveraineté qui s'exprime dans les faits. Écoles de qualité, industrie locale, politiques agricoles adaptées, médias indépendants. La jeunesse africaine le clame de plus en plus fort. Elle ne veut plus d'assistanat, elle exige le respect. Face à la compétition acharnée entre États-Unis, Russie, Chine et Union européenne, elle revendique sa place, d'égal à égal. Rester dépendant, c'est accepter de rester invisible, de n'être qu'une ombre dans le grand théâtre du monde. Refuser la dépendance, c'est bâtir des universités, investir dans la recherche, soutenir les entrepreneurs locaux. Mais le danger rôde.
Rejeter une tutelle ne doit pas conduire à tomber sous une autre, ni à s'enfermer dans l'isolement. Le vrai courage, c'est de refuser toutes les dépendances, qu'elles soient visibles ou masquées. Car chaque offre, chaque main tendue, peut cacher une volonté de contrôle. Un partenariat mal négocié peut devenir une cage dorée. Le cas du port d'Hambantota au Sri Lanka, devenu propriété chinoise après défaut de paiement, sert de mise en garde. L'unité régionale est donc essentielle. Isolés, les pays africains restent vulnérables. Unis, ils peuvent enfin peser face aux grandes puissances. Les alliances régionales, comme celle que tente de bâtir le Burkina Faso avec ses voisins du Sahel, ouvrent la voie à des négociations plus justes. Quand l'Afrique parle d'une seule voix, même les empires les plus puissants vacillent. L'Union africaine, si elle parvient à dépasser ses divisions, pourrait devenir un acteur de poids, à l'image de l'Union européenne. Pourtant, cette renaissance reste fragile. Sans vigilance, elle peut être dévoyée par de nouveaux maîtres ou sombrer dans le chaos. Mais si l'Afrique choisit la lucidité et l'audace, elle peut devenir un modèle, une terre où la souveraineté rime avec dignité, solidarité et courage. Le Rwanda, par exemple, a su construire un modèle original, combinant ouverture et affirmation de sa spécificité. Chaque citoyen, chaque jeune, porte désormais ce choix entre l'ombre et la lumière. La question reste posée, mais que vaut la souveraineté si elle ne s'incarne pas dans des actes concrets? Voici quelques pistes, quelques étapes pratiques pour transformer le rêve en réalité. 1. Investir massivement dans l'éducation et la formation. L'Afrique ne pourra tenir tête à personne sans une jeunesse instruite, formée, capable de s'adapter aux défis de demain. Cela passe par la création d'universités de qualité, la valorisation des filières techniques, le soutien à la recherche et à l'innovation. 2. Valoriser les ressources locales. Trop souvent, l'Afrique exporte ses matières premières sans les transformer sur place. Le cacao ivoirien, l'uranium nigérien, l'or burkinabé. Il est temps que leur exploitation profite d'abord aux populations locales. Cela implique de créer des industries de transformation, de négocier des contrats équitables, de lutter contre la corruption qui siphonne les richesses. 3. Renforcer la coopération régionale. Un pays seul est fragile, une alliance est forte. Les exemples de l'Union européenne ou de l'ASEAN montrent que l'union fait la force. L'Afrique doit multiplier les projets communs, défense, énergie, transport, technologie. 4. Promouvoir la bonne gouvernance. La souveraineté n'a de sens que si elle s'accompagne de transparence, de lutte contre la corruption, de respect des droits humains. Une société juste et équitable est la meilleure arme contre les ingérences extérieures. 5. Développer une diplomatie intelligente et multilatérale. Il ne s'agit pas de rejeter l'un pour tomber dans les bras de l'autre, mais de savoir jouer sur plusieurs tableaux, de diversifier ses partenariats, tout en gardant le cap sur l'intérêt national. L'heure du choix a sonné. Subir l'histoire ou la réécrire. Ce sont des gestes simples, mais ils exigent une volonté collective, un sursaut de dignité et de lucidité. C'est dans ces actes concrets, créer une entreprise, apprendre un métier, voter, s'engager dans la vie associative, que la souveraineté prend cher. Face au refus sans précédent du capitaine Ibrahim Traoré, jeune président du Burkina Faso, le monde retient son souffle. Là où, hier encore, on courbait les chines, il ose, d'une voix ferme, dire non aux exigences américaines. Ce geste n'est pas qu'une provocation. Il devient un signal, une rupture, un acte fondateur qui rappelle à chaque Africain et à chaque peuple que la souveraineté ne se quémande pas, elle se conquiert. Ce qui se joue ici dépasse la simple diplomatie. C'est l'avenir d'un continent tout entier qui refuse de rester l'arrière-cour des puissances étrangères, occidentales, russes ou chinoises. En tenant tête à Washington, Traoré entr'ouvre une porte inédite, celle d'un espoir pour l'Afrique et pour tous les peuples qui rêvent de reprendre la main sur leur destin. Ce sursaut pourrait inspirer d'autres régions du monde, de l'Amérique latine à l'Asie du Sud-Est, où la question de la souveraineté est toujours d'actualité. Peut-on vraiment mesurer le prix d'un tel choix? Derrière le courage, il y a la menace bien réelle des sanctions, de l'isolement, des pressions économiques. Pour les dirigeants,
c'est la peur de perdre aide, réseau et stabilité fragile. Pour les populations, c'est le risque de vivre les conséquences d'un affrontement où les puissants n'hésiteront pas à frapper fort. Mais pour des millions, c'est aussi la promesse d'un futur où l'on n'aura plus à baisser les yeux. Pourtant, partout, des voix s'élèvent. Elles proclament que la dignité ne se marchande pas, que l'histoire n'absout jamais ceux qui la subissent à genoux. Cette fierté nouvelle, cette volonté de ne pas céder, ni à l'Occident, ni à la Russie, ni à la Chine, pourrait bien rallumer l'étincelle d'une Afrique maîtresse de son avenir. Dans les écoles, les jeunes redécouvrent l'histoire de leurs héros. Dans les quartiers, on rêve d'entreprendre, de créer, d'innover. La question n'est plus seulement « Que va-t-il arriver au Burkina Faso ?» mais bien « Jusqu'où les peuples iront-ils pour reprendre les rênes de leur futur ?» Ce combat pour la souveraineté tend un miroir à toutes les nations encore hésitantes entre la sécurité de la soumission et le vertige de la liberté. À chaque génération, il revient de choisir entre la facilité du statu quo et le risque du renouveau. Le vrai choix, désormais, serait-il de refuser d'être le pion des grandes puissances pour devenir enfin acteur de sa propre histoire? Comme l'a dit Nelson Mandela, « Cela semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. » Ce qui se joue ici, aujourd'hui, pourrait bien devenir le précédent qui inspire le monde. L'Afrique, trop longtemps spectatrice, entre enfin en scène. Demain, qui prendra le relais?